Bon, Barbara, bonjour. On se retrouve ici avec mon amie Barbara Steudler, Nice Future, l'Université du Vivant. Et ça vient de commencer. Qu'est-ce que c'est l'Université du Vivant? Comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, l'Université du Vivant, ça fait déjà 2 ans, je pense qu'on en parle. On a déjà dû en parler aussi, les deux, notamment aussi avec les peuples premiers, les différents peuples premiers qui ont travaillé, mais aussi avec plein de groupes. Et on se disait qu'il était vraiment important aujourd'hui qu'on puisse se partager les savoirs. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les peuples indigènes. En général, ils se partagent les savoirs. Il ne faut pas tellement de troc, concrètement. On pense que l'argent, c'est le troc qui s'est manifesté sous forme d'argent, mais ce n'est pas tellement vrai. Ils se partagent les savoirs. Et ce partage des savoirs autour du vivant, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Et c'est essentiel de revenir à ce réel. Ça veut dire que pour l'instant, mais c'est la faute à personne, hein, on vit dans une société où le mouvement nous a amenés petit à petit à vivre de plus en plus dans le concept où l'idée déconnectée du vivant, intellectuelle, les idées, on vit dans les idées et on passe beaucoup de temps à véhiculer des idées, à vivre dans les idées, à défendre des idées, mais finalement le vivant c'est quoi? C'est la terre, c'est mon corps. C'est ce que je ressens, c'est toute cette relation qui se met en place, c'est ce que je mange, c'est ces animaux, c'est comment on vit ensemble. Et c'est ça le vivant. Et ce vivant-là, je pense qu'on commence à s'en rendre compte, c'est un peu comme les infirmières ou les éboueurs, on commence à se rendre compte que ben oui, c'est ça qui est essentiel. Et donc ce vivant-là, il est pas tellement mis en lumière aujourd'hui, alors que ces savoir-faire et ces savoir-être sont vraiment les fondations sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire ce que j'appelle une civilisation du vivant, c'est-à-dire une société qui se dise, face aux enjeux qui arrivent, l'essence de ce qu'on doit tous poursuivre et où on doit tous mettre notre énergie, c'est comment on prend soin du vivant. Donc le vivant, parce qu'il y a des gens, je crois, qui ne comprennent pas totalement le vivant, c'est tout ce qui vit, on est bien d'accord, c'est la nature. Le vivant, c'est tout ce qui vit, mais nous sommes des terriens comme les animaux et nous faisons partie du vivant. Et dans ce qui vit, c'est comprendre comment ça fonctionne. Mais pas juste dans les concepts, mais vraiment comprendre comment en prendre soin. Comment prendre soin. En fait, l'objectif aussi derrière ce projet, c'est de changer de paradigme. De se dire, jusqu'à aujourd'hui, on a cette vision un peu triste, qui est beaucoup communiquée, malheureusement, mais qui était utile pour prendre conscience de ce qui se passait sur cette terre, d'une vision de l'humanité qui est prédatrice, qui a été chercher les ressources, qui a été beaucoup dans le manque, qui a été beaucoup dans l'individualisme, avec la peur, cette peur qui nous mène à chercher à avoir toujours, à tous les niveaux, que ce soit au niveau relationnel, niveau matière, niveau personnel, etc., etc. Et le vivant, dans son principe de fonctionnement, ne fonctionne pas du tout comme ça. Et là, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans cette dynamique-là, que si l'être humain, si moi, dans ce que je suis, je me mets au service du vivant, eh ben, je change la donne. Non seulement je ne suis plus un prédateur, mais je restaure. Ouais. Je fertilise la vie. Je fertilise la vie à de multiples niveaux. Je fertilise la vie dans les échanges, je fertilise la vie dans la diversité que je peux manifester sur cette terre. Donc je peux vraiment recréer des jardins jungles, de la biodiversité beaucoup plus vite que la nature va le faire de manière spontanée et naturelle. C'est ce que je t'expliquais une fois et c'est tellement joli, et Evelyne sera là aussi, c'est que Evelyne, sur son territoire, elle a restauré des jardins jungles et des forêts en 15 ans, alors que de manière naturelle, la terre, si elle n'avait pas eu son travail, elle n'avait pas bénéficié de son travail, qui est un travail d'ailleurs sur les humuseurs, donc sur la partie qui ne se voit pas, elle n'a pas planté des grands arbres, grands chênes, elle a nourri
avec des petits vers et des coléoptères et des feuilles mortes. Elle a nourri la terre. Et en faisant ça, elle a restauré la terre en 15 ans, alors que la terre elle-même, elle aurait mis 15 000 ans de manière naturelle à se restaurer de la manière du résultat où elle est arrivée. Donc ça démontre vraiment qu'on peut changer de paradigme et qu'il faut y aller, Oui, et qu'il faut mettre ça en lumière. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Ouais. Et les gens qui apportent ces savoirs, en fait, ils sont là. Les gens qui apportent ces savoirs, pour moi, on est arrivé à un temps de maturation, je crois que ça se dit comme ça. Ça veut dire que c'est des gens qui explorent depuis 15, 20 ans. Et aujourd'hui, ils sont solides. Ils ont des vrais savoir-faire. Ils ont travaillé automatiquement sur plusieurs niveaux en même temps parce que ça a créé tout de suite automatiquement des petites communautés de gens par intérêt. Donc ils ont dû travailler sur qu'est-ce que ça veut dire être ensemble, travailler ensemble, se nourrir chacun énergétiquement, être dans une autonomie aussi de relation, ce qui s'appelle l'écologie relationnelle qui est essentielle, etc., etc. Donc c'est des gens qui ont développé des savoir-faire et des savoir-être qui sont vraiment, pour moi, les plus précieux aujourd'hui à diffuser. Oui, c'est ça. Et à polliniser. Moi, j'adore le terme polliniser ou fertiliser, mais vraiment à mettre en lumière. Et une université, c'est une transmission de connaissances. Et pour moi, aujourd'hui, ce qu'on a besoin comme transmission de connaissances, c'est une transmission de connaissances autour du réel et du vivant. De ces pratiques, de tout ces ce qui se fait, etc. Voilà. Et c'est ce que toi, tu réunis ici, avec l'Université du Vivant. Donc, depuis la semaine prochaine, surtout, tu aurais une multitude d'ateliers avec des gens les uns plus inspirants que d'autres. Raconte peut-être un petit peu qu'est-ce qu'on va rencontrer la semaine prochaine ici. Alors on va rencontrer, en fait on a pris 3 axes. Alors ça c'est très inspiré des peuples premiers, mais les peuples premiers ils sont extrêmement intéressants en termes de, même si on les regarde scientifiquement, en termes de durabilité, parce que aujourd'hui on le reconnaît, je pense, de manière globale, et c'est les seuls qui arrivent à faire une durabilité forte. C'est-à-dire justement à prendre soin du vivant et à il n'y a pas que, il y a aussi des gens ici qui... Il y a des gens ici, mais c'est des pionniers. Par contre, eux, ils ont gardé depuis des milliers d'années ces traditions et sur les années, ils ont enrichi toutes ces traditions. Et ce qui est intéressant, en tout cas moi, ce que j'ai perçu et ce que j'ai envie de transmettre ici, ces 3 axes sur lesquels ils travaillent, c'est vraiment prendre soin de l'environnement et je suis convaincue qu'en fait quand on prend soin de notre environnement, on prend soin de nous-mêmes, mais inversement, un environnement prend soin de nous-mêmes. Il est difficile de rester en bonne santé dans un environnement qui est complètement affecté. Donc c'est relié et on est complètement interdépendant de notre environnement. Donc c'est vraiment apprendre à prendre soin de cet environnement, apprendre justement à le bonifier, à le rendre plus riche, plus prospère, avec une terre qui est nourrie, qui est heureuse, qui peut faire pousser la plante qu'elle veut, parce que toutes les données, toutes les informations, elle les a. Apprendre à créer évidemment notre souveraineté alimentaire, mais peut-être pas avec... peut-être vraiment en explorant des nouveaux modèles comme les forêts comestibles, des choses qui vont vraiment... Qu'est-ce que c'est la forêt comestible ? La forêt comestible, le principe, c'est de se dire on a besoin des arbres. Les arbres, c'est notre air, c'est l'eau, enfin, c'est ce qui purifie vraiment notre environnement, c'est ce qui crée de l'humus. Et au niveau de la terre, on a vraiment besoin en priorité d'humus. Ça, c'est notre priorité absolue. Et donc, on a besoin des arbres. Et on le sent tous, dès qu'on est dans une forêt, on se sent mieux. Enfin, maintenant, il y a la sylvothérapie qui se met en place. D'ailleurs, il y aura des ateliers de sylvothérapie, thérapie. Rapidement, c'est quoi sylvothérapie ? C'est de se connecter, enfin de vraiment prendre conscience qu'en étant avec les arbres, reliés aux arbres, notre état de stress, notre état descend et notre état de bien-être augmente. Mais ça s'explique scientifiquement aujourd'hui. C'est pas. Alors après, on peut dire que c'est une connexion sensible, profonde, spirituelle avec les arbres, mais en fait, il y a de plus en plus de scientifiques qui démontrent que c'est tout à fait adéquat et juste pour plein de raisons, les parfums, les sens, enfin il y a plein de raisons physiologiques, psychologiques,
et sensitives qui font que, effectivement, sur le cerveau humain, mais sur tous nos organes, quelque chose se passe qui nous guérit. Et donc, on voit que ces arbres sont vraiment essentiels. C'est notre première maison. On est sorti des arbres, mais c'est notre première maison. Donc, si on part de l'idée qu'il faut planter des arbres, le plus d'arbres possible, par exemple, en Suisse, on a beaucoup coupé d'arbres le siècle passé, enfin le siècle d'avant, même en XVIIIe siècle, pour des raisons d'agriculture. Mais aujourd'hui, on sait qu'on peut faire de l'agriculture avec des forêts. Et les forêts comestibles, c'est vraiment de travailler par rapport au soleil, en sachant que la forêt, elle va créer de l'humus, donc une terre où tout pousse, donc une terre fertile. Et là, du coup, il y a tout un travail qui se fait de compréhension entre le besoin de lumière, de prendre soin du grand arbre qui, lui, prend soin de tout l'environnement proche, et en même temps d'avoir les légumes qui sont peut-être au pied et qui bénéficient juste de la lumière. On sait par exemple dans les forêts, les lieux qui sont les plus riches... Donc dans les forêts, on peut planter des légumes? Non, les forêts comestibles, c'est vraiment des forêts qui vont jouer entre des espaces où c'est vraiment des grands arbres qui vont presque recréer des forêts anciennes, et puis des espaces où on va avoir des clairières. En fait, dans la forêt, on sait que l'espace le plus intéressant, le plus riche en communication, le plus fertile, c'est l'espace à l'orée de la clairière. Et dans cet espace-là, il se passe énormément de choses, énormément de contacts entre d'ailleurs pas que les arbres, mais les animaux, les végétaux, les papillons. Enfin, il y a une biodiversité qui est extraordinaire. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces espaces, forêts, clairières, forêts, clairières. Alors ça, c'est tous ces apports-là. Donc toute cette semaine qui vient, les gens vont recevoir des informations. Je m'évade. Alors, on a vraiment tout ce qui est créer l'harmonie autour de soi, avec cet environnement, mais créer l'harmonie aussi avec la nourriture, de comprendre à quel point la nourriture vivante, elle nous transforme aussi, et qu'est-ce que c'est la nourriture, de travailler aussi avec les animaux. Enfin, il y a toute cette dimension de ce quotidien qui nous occupe tous, et comment dans ce quotidien, comment je peux me guérir avec les plantes, comment je peux travailler avec les plantes indigènes suisses, les plantes comestibles. On a tellement de plantes comestibles ici qu'en tout cas, il y a 3 mois par année, on pourrait se nourrir que de ça. Donc, de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Et puis, ça, c'est un des premiers axes. Le deuxième axe, c'est comment on peut créer le nous. Le nous dans le sens large du terme. Ça veut dire vraiment comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble, développer ce qu'on appelle l'écologie relationnelle, c'est-à-dire faire en sorte de sortir des pyramides. On a tous vu, on a tous compris qu'il faut sortir de cette notion de hiérarchie. Puis en même temps, on ne sait pas très bien comment faire. Donc comment est-ce qu'on découvre notre talent naturel, cet espace où en fait c'est tellement naturel qu'on se le donne et on le donne autour de nous. Et comment est-ce qu'ensemble on fonctionne de manière fluide en étant chacun dans notre talent naturel, mais sans non plus cannibaliser les uns les autres ou profiter les uns les autres, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, il y a beaucoup d'utopie dans les projets qui se créent, et comment on sort aussi de l'utopie, parce que il y a vraiment une notion de responsabilisation et d'engagement, mais d'engagement qui doit être léger parce qu'on est dans son talent naturel, mais d'engagement. On n'est pas en train de se nourrir non plus de la belle idée et puis de profiter de ce que quelques personnes mettent en place. Donc il y a tout ça qui est en train de se mettre en mouvement. On le voit à plein d'endroits. Il y a des gens qui ont bien réussi ce cheminement-là. C'est souvent avec beaucoup de questionnements, et il va y avoir beaucoup de témoignages sur cette dimension-là. Donc c'est vraiment comment on crée le nous, le collectif, mais un collectif sain. Et puis, ça serait dans la même chose que liberté, égalité, fraternité. Hein? Ouais. Que vraiment on est dans une économie en fait où chacun contribue au bien-être de l'autre. Ça c'était la base et puis la volonté au début, je pense. Ouais. Et tout ça c'est un petit peu perdu parce qu'on pense à soi en premier.
Oui. Donc l'université du vivant, c'est vraiment ça. Donc le but, c'est que quelque part, il y a un parcours, les gens peuvent parcourir, peut-être aussi par Internet. Alors, on a un programme, le dernier axe, c'est vraiment comment je développe ma propre autonomie, compréhension de moi-même, perception fine en moi-même. Parce que si je peux travailler qu'avec ce que je suis, et si en moi-même, j'évolue pas, je développe pas ces perceptions, c'est difficile de se connecter plus subtilement au vivant ou à l'autre. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent aujourd'hui, on le voit clairement. Donc il y a autant des sagesses des peuples indigènes que du chamanisme, que du yoga, enfin toutes ces techniques qui existent depuis la nuit des temps à travers différentes cultures et qui sont proposées pour être explorées ici. Alors concrètement, très très concrètement, c'est 101 ateliers qui seront proposés avec 49 intervenants. Et on a autant des ateliers qui vont être du partage, qui vont nourrir plutôt la compréhension, d'intégrer ces compréhensions, donc des partages d'expériences, des partages, par exemple on a des pionniers qui ont plutôt réussi à mener des projets autour de ce qu'on appelle l'économie régénératrice. Donc là il y a beaucoup de réflexions pour y arriver, et ça c'est des partages assez profonds. Ou Ernst Surcher qui va parler vraiment de la sagesse des arbres, ça va se faire autour d'une balade, mais de partage de savoir aussi, parce que là il y a un savoir scientifique qui rejoint le savoir intuitif qui est extraordinaire. Et puis il y a des expériences à vivre, il y a beaucoup d'expériences à vivre, des expériences de type justement chamanisme, yoga, naturopathie, connexion aux plantes, sylvothérapie que je parlais avant. Il y a aussi des choses qui vont être entre l'expérience et la pratique. Ça veut dire par exemple d'aller se promener, de voir quelles sont les plantes comestibles pour pouvoir vraiment les reconnaître soi-même la prochaine fois et de savoir un peu comment les cuisiner. Et puis des choses qui sont pour moi en train de s'ouvrir aujourd'hui, qui sont importantes pour comprendre comment on peut construire le monde de demain. Par exemple, Evelyne Adam dont je parlais avant, elles sont quand même presque une trentaine à vivre ensemble depuis de nombreuses années. Elles ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'écologie relationnelle et le masculin-féminin. En se posant beaucoup de questions, ce masculin et ce féminin aujourd'hui, comment ils pourraient se rencontrer réellement, une vraie rencontre. Donc ça, c'est des choses qui sont plus de pionniers qui ont vraiment travaillé sur le terrain depuis longtemps et qui ont ouvert des nouvelles clés. Un step plus loin, mais voilà. Il est primordial aussi, ce step-là. Oui, c'est d'ouvrir à des nouveaux possibles en prenant conscience que... L'équilibre, en fait. Voilà, qu'il y a des choses qui sont déjà conscientisées et qui peuvent être partagées pour qu'on puisse aller plus vite. Oui. Donc ça, c'est à partir de lundi. Donc on peut venir ici, on rencontre tous ces ateliers, on peut s'inscrire. Je vais mettre le lien de toute façon en dessous. Et après, ce qui m'intéresse aussi, parce qu'une fois cette semaine, elle est passée, les gens qui ont été là, magnifiques, et puis les autres. Qu'est-ce qui se passe La vision, c'est vraiment ensuite de développer ce projet sur l'année en le manifestant dans la matière. On est en train de réfléchir justement cette semaine sur plusieurs axes, qui serait un axe peut-être plus virtuel avec des vidéos, des cours, des conférences, des choses comme ça. Un axe très concret où il y a déjà des lieux, des écosystèmes qui existent et on pourrait faire circuler ces savoirs. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui est spécialisé dans les plantes et comment se soigner avec les plantes indigènes suisses. Il peut aller dans un autre lieu, expliquer ce savoir-faire, et puis dans cet autre lieu, il y a peut-être quelqu'un qui a travaillé sur ce qu'on appelle l'habitat léger, et peut aller partager ce savoir sur l'autre lieu. Parce que tous ces acteurs qui ont déjà avancé, ils ont déjà des écosystèmes humains. Donc ça vaut la peine de faire circuler. Donc en fait, toi, tu vas rassembler quelque part tous ces acteurs, et puis si moi, par exemple, maintenant, je me dis, ok, moi j'ai fait une année sabbatique ou comme ça, ou pas sabbatique, justement, pas sabbatique. C'est le troisième axe, c'est de dire on pourrait commencer à organiser comme... Je vais aller chez Kerter, je vais apprendre à faire ça, je vais un mois là-bas, après je vais peut-être aussi chez un agriculteur Déméter, bio-Déméter ou comme ça, pour apprendre là. Et puis je peux peut-être à la carte un petit peu aller apprendre
la connexion avec les arbres, c'est quelque chose dans ce sens-là? Alors, à un moment donné, l'idée, ce serait vraiment d'arriver à proposer un tournus comme ça, voilà, aux gens, à des jeunes aussi, un peu comme le faisaient les compagnons à l'époque, de dire, voilà, là, il y a vraiment une expertise extraordinaire, tu peux passer 3 mois là pour vraiment apprendre, et puis aller après 3 mois là, apprendre cette expertise-là. Moi, j'ai l'impression que mais c'est de ma perception, hein, qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert depuis 1 ou 2 années où on apprend beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement comme ça. Et il y a quelque chose qui devient fluide, plus léger, moins figé par la forme et par les formats. On est en pleine nature, de la vraie nature, vraie. Et donc voilà, ce sera un peu l'idée, ce serait de pouvoir dire, voilà, tu veux travailler sur l'autonomie, là il y a un vrai savoir, là il y a un autre vrai savoir. Et puis après, ça crée des métiers. Ça crée des savoir-faire et des métiers. Et l'université du vivant, quelque part, c'est ça. Parce qu'on parle de l'école ou comme ça. L'école, c'est l'école de vie, quoi. Hein? Il faut se poser la question, pourquoi il y a une autre école, en fait. Parce que c'est ça la base aussi de tout. De l'école, ouais. De laquelle émane quelque part tout, parce qu'une fois qu'on est dans cette créativité, dans cette compréhension, dans cette relation avec la nature, il y a la créativité automatiquement qui vient, et puis là, les idées qui peuvent devenir vraiment des magnifiques innovations, je pense. Moi, je pense qu'on on est tous partis dans ce mouvement, mais quand on a voulu remettre en cause, entre guillemets, un masculin, c'est l'archétype, hein, ou la hiérarchie, ou la structure, ou le contrôle, parce que c'est tout un peu la même énergie derrière, on a ouvert la porte à quelque chose de nouveau, qui est beaucoup plus fluide. Mais là, on doit aussi réapprendre, on ne se rend pas compte. Mais ce n'est pas parce que c'est fluide ou il y a beaucoup plus d'intuition, de compréhension, de perception, qu'on ne doit pas réapprendre. Et tous ces savoir-faire, ils doivent être aujourd'hui partagés peut-être d'une autre façon que ça a été fait dans le passé, parce qu'on part d'un... En fait, c'est ça que je pense que l'humanité a appelé, c'est vraiment comment on peut passer à quelque chose de plus harmonieux pour soi et autour de soi. Donc on a fait un peu cette révolution début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, comment on le manifeste autrement? Parce que nos besoins d'apprendre, de transmettre, de découvrir, de vivre en connexion, ils sont toujours aussi grands. On a toujours besoin de grandir, d'évoluer. Et c'est ça un peu le pari de cette université du vivant, c'est pouvoir travailler avec cette fluidité, avec tous les acteurs. Et puis évidemment, en identifiant ce qui a une vraie valeur. Parce que comme tout ce qui s'ouvre aujourd'hui, il y a plein il faut aller au-delà de la communication, quoi. Il faut aller chercher vraiment le savoir. Oui, l'ancien, vraiment celui qui est ancré, qui est prêt de partager ça maintenant. Ouais. Et puis, juste cette université du vivant, c'est aussi un projet qui était au tout départ, qui est parti des discussions avec les peuples indigènes. Parce que moi, je cherchais comment on pouvait créer une fraternité au-delà des frontières, au-delà de... On va vous chercher des moyens pour vous aider, etc. Enfin, qui a un rapport quand même aidant, aider, enfin, qui est pas vraiment... On n'est pas sur un pied d'égalité. Et puis surtout, on n'est pas en train de s'offrir des cadeaux mutuellement. Et puis, en fait, cette idée d'université du vivant, elle a émergé dans nos discussions avec des gens d'ici aussi, où ça... C'était vraiment un mode qui les a beaucoup intéressés et qui font déjà entre eux, entre tribus, entre peuples. Et pour moi, c'était vraiment un déclic où je me suis dit, mais oui, c'est comme ça que se transmet de manière naturelle la connaissance. C'est vraiment toi. Et pour donner un exemple, que ce soit dans l'artisanat, les femmes, contrairement à ce qu'on croit, le troc n'existe pas tellement. Par contre, la transmission de connaissances, elle est vraiment réelle. Ça veut dire que dès qu'il y a un peuple qui va voir un autre peuple, les femmes, elles vont expliquer « Ah oui, ça j'ai trouvé, ça c'est la nouveauté ». Il n'y a pas du tout de fermeture, d'ailleurs, la nouveauté, ils vont utiliser... Donc on partage vraiment librement, sans savoir, en fait. C'est pas comme ici qu'on le garde pour soi parce qu'on aimerait gagner beaucoup d'argent. Non, alors là, il y a vraiment l'idée du partage de savoir, du partage de connaissances. Après, aucun peuple indigène ne laissera quelqu'un mourir de faim, ça sera la pire des hontes. Je veux dire, ça c'est une logique ici on a, mais qu'il n'y aura jamais. Mais par contre, on ne va pas aller troquer quelque chose.
Mais par contre, dans la dignité humaine, c'est pas possible de laisser quelqu'un souffrir ou mourir de faim à côté. Mais le troc n'existe pas, je crois. C'est du transfert de savoir et de connaissances. Et ça, c'est rigolo de savoir. Parce qu'en fait, ici, on a beaucoup pensé, l'argent, c'est sorti du troc. Et puis, c'est une manière d'avoir une valeur identique pour une énergie qu'on était d'accord d'échanger. Et ça, je trouve intéressant, c'est que la transmission de savoir, c'est complètement naturel chez l'être humain. Génial. Et là, on est où alors? Alors là, on est à Saint-Sergue, avec une vue sublime sur le lac. Ce lieu nous accueille donc là pour 10 jours, pour vivre toute cette aventure. Magnifique. Et j'espère qu'une fois par année, on pourra agrandir ce cercle et réunir tous les acteurs. Et un des rêves que j'ai, et je crois qu'on partage, c'est un projet que j'aurai en tout cas énormément de plaisir à faire avec toi aussi, Coco, c'est d'avoir un lieu laboratoire. Un lieu laboratoire qui réunisse tous ces savoirs et qui puisse être ouvert au monde. Et qui puisse être connecté même aux autres écoles, etc. Et on puisse tester des habitats légers, des autres manières de cultiver des connaissances et transmettre toutes et vivre les expériences. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Merci Barbara. Et avec bonne chance pour cette semaine. Plaisir. Merci. Coco.